Nous sommes les derniers de notre espèce, mais cela n'a pas toujours été le cas. Même si nous marchons aujourd'hui seuls en tant qu'Homo sapiens, pendant une grande partie de l'histoire de la Terre, nous n'avons pas été la seule espèce humaine. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui comment, jusqu'il y a 40 000 ans, nous partagions la planète avec nos cousins. Des Néandertaliens en Europe, des Dénisoviens en Asie, de minuscules hobbits à Florès, et bien d'autres espèces remontant à des millions d'années. Nous observerons comment des branches sœurs, des cousines éloignées et des lignées ont fleuri, se sont croisées avec nous, et, au bout du compte, se sont éteintes. Ce documentaire tentera de montrer que l'évolution humaine n'a pas été une échelle, mais un arbre aux multiples rameaux. Et pour finir, nous répondrons à deux questions essentielles. Comment le monde est-il passé d'un foisonnement d'espèces humaines à n'en compter plus qu'une seule? Et pourquoi ne restons-nous que nous? Pour comprendre nos parents perdus, il faut revenir en Afrique, bien plus loin que nous ne l'imaginons d'ordinaire. Il y a entre 7 et 6 millions d'années, dans des paysages mêlant savanes et forêts, apparut la lignée qui nous sépara des chimpanzés et des bonobos. Ce n'étaient pas encore des humains, mais des précurseurs, des créatures qui utilisaient mains et pieds de façon mixte, grimpaient et tâtent étaient peut-être déjà la marche bipède. Avec le temps, ces essais devinrent une habitude. À partir de là, d'innombrables expérimentations d'humanité se déployèrent. Il y a un peu plus de 4 millions d'années, en Éthiopie, vivait Ardipithecus ramidus, bipède au sol mais à l'aise dans les arbres. 1 million d'années plus tard, Australopithecus afarensis, la célèbre Lucie, arpentait la savane. En Tanzanie actuelle, les empreintes du site de l'Étoli nous offrent l'image la plus ancienne et la plus nette du bipédisme. Des pieds nus alignés sur une cendre durcie, comme s'ils venaient de passer. Au même moment, à Lomekwi, à l'ouest du lac Turkana, au Kenya, quelqu'un taillait la pierre. Ces outils sont antérieurs au genre Homo. La technologie devance ici l'étiquette humaine. Des pièces grossières, mais fabriquées délibérément, qui repoussent l'idée de la date à laquelle commence la conduite technique chez les aspirants humains. Ces formes anciennes n'ont pas échoué. Elles ont triomphé à leur manière et survécu des centaines de milliers d'années. Chacune a été un test, un essai qui a façonné ce que l'humanité pouvait devenir. Puis survint un saut. Avec Homo habilis, la taille de la pierre devint routinière. Les premiers outils lithiques n'étaient rien d'autre que des éclats suffisamment tranchants pour dépecer de la viande. Le feu n'était pas encore maîtrisé, mais la technologie avait commencé. Le régime changea. On mange désormais viande, moelle et racines. Et le cerveau grossissait peu à peu tandis que le corps s'adaptait à de longues marches. 1 million d'années plus tard, apparut Homo erectus. Grand, à la foulée longue et aux proportions proches des nôtres, il avait des épaules faites pour lancer et un bassin pour marcher et courir. Son cerveau était presque 2 fois plus volumineux que celui d'Australopithecus. Mais Erectus ne s'est pas contenté de tailler des bifaces acheléens. Il devint le premier grand voyageur du monde. Il se répandit hors d'Afrique, vers l'Asie et l'Europe. Les crânes âgés de 1 800 000 années retrouvés à Dmanisi, en Géorgie, témoignent de la plus ancienne expansion vers l'Eurasie. C'est Homo erectus qui finit par dominer le feu, construire des abris et chasser en groupes coordonnés. Certaines de ces lignées perdurèrent près de 2 millions d'années, bien davantage que notre existence d'humains modernes. Imagine maintenant une nuit d'il y a 500 000 ans. Un feu de camp, des ombres dansant sur les parois d'une grotte, une famille d'Homo erectus se réchauffant, des enfants hypnotisés par les flammes. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Homo erectus n'était pas un singe. À Java, dans l'Indonésie actuelle, l'un d'eux grava un motif en zigzag sur une coquille il y a environ 500 000 ans. Était-ce de l'art ou un marquage? Nous l'ignorons, mais c'était intentionnel, et l'exécution exigeait une main sûre et un esprit planificateur. C'était une créature de culture et d'invention, peut-être même capable de communiquer par des sons qui nous paraîtraient aujourd'hui méconnaissables, mais il y avait bel et bien échange entre eux. Ce furent les fondations. Et pourtant, ils n'étaient pas seuls.
En parallèle surgirent d'autres variantes comme Homo heidelbergensis et Homo naledi dans les grottes d'Afrique du Sud. Et, un peu plus tard, ceux qui deviendraient nos cousins les plus célèbres, les Néandertaliens. Si l'on regarde le passé en Europe et en Asie occidentale, on voit les Néandertaliens. Très robustes, à la cage thoracique large et aux membres adaptés au froid, ils ont prospéré plus de 300 000 ans sur des plaines glacées et dans des forêts denses. Leur cerveau était aussi grand que le nôtre. Ils ont fabriqué des outils sophistiqués, enterré leurs morts et même peint les parois des grottes de symboles. Des siècles durant, nous les avons ridiculisés comme des brutes des cavernes. Ce mythe s'est effondré. Les Néandertaliens n'étaient pas stupides. Ils possédaient une autre forme d'intelligence. Ils savaient transmettre le savoir, s'enseignant mutuellement la fabrication d'outils. Ils furent même capables de préparer de la colle. Ils extrayaient du brai de l'écorce de bouleau pour emmancher leurs outils. Ils fabriquaient aussi leurs propres parures. Et dans des grottes espagnoles, ils laissèrent des peintures rupestres antérieures à l'arrivée des sapiens. Les Néandertaliens constituaient une réponse différente à la question. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Les ont-ils rencontrés, les sapiens? Oui, et ils se sont métissés. Aujourd'hui, presque toutes les personnes d'ascendance non africaine portent entre 1 et 2% d'ADN néandertalien. Un héritage qui touche le système immunitaire, la peau et le métabolisme. Ce n'est pas une contamination génétique, mais un patrimoine partagé. Pendant des décennies, nul ne sut que, sur les immenses terres d'Asie, une autre humanité avait tissé sa propre histoire. Tout à l'est, dans les montagnes reculées de l'Altaï, en Russie, vécut un peuple que nous n'avons découvert qu'en 2010, les Dénisoviens. Les chercheurs mirent au jour un minuscule os de petits doigts. Au début, cela paraissait peu de choses, un fossile de plus dans le sédiment. Mais lorsque les scientifiques en séquencèrent de l'ADN, le résultat fut stupéfiant. Cet os n'appartenait ni à Homo sapiens, ni à Néandertal. Il appartenait à autre chose, un type d'humain nouveau. Des Dénisoviens, nous n'avons que très peu d'os complets, mais leur ADN nous a raconté l'histoire d'un peuple puissant ayant parcouru d'immenses territoires. Des steppes glacées de Sibérie aux hauts plateaux du Tibet, ils se sont étendus en laissant des traces génétiques dans toute l'Asie. Ils se sont croisés avec nous et leur héritage demeure surtout en Mélanésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Tibet et en Australie. L'un de leurs legs les plus célèbres est un gène lié à l'adaptation aux hautes altitudes, présent chez les Tibétains, une preuve directe qu'ils avaient conquis ces sommets bien avant nous. Imaginez, des personnes qui marchent aujourd'hui avec, dans leur sang, les échos d'une humanité disparue. Nous ne possédons pourtant ni squelettes entiers, ni même un crâne. Nous ne pouvons qu'imaginer leur apparence. Peut-être étaient-ils robustes, aux traits à mi-chemin entre Néandertaliens et nous. Leur physionomie demeure l'une des grandes énigmes de la préhistoire. Et ils n'étaient pas primitifs. Dans la grotte qui porte leur nom, des outils sophistiqués ont été retrouvés, ainsi que des parures en pierre verte polie. Ces objets suggèrent créativité, intelligence et capacité symbolique, des qualités que nous pensions exclusives. Mais leur histoire n'est pas seulement celle d'une survie, c'est celle de rencontres. Partout où les humains modernes ont voyagé en Asie, on voit surgir des traces de contacts dénisoviens. Nous ne vivions pas en vase clos. Nous les avons connus. Nous nous sommes mêlés. Et dans certains cas, nous nous sommes aimés. Les archives fossiles et les preuves d'ADN nous ont permis d'en savoir un peu plus. Le génome d'une adolescente a révélé une mère néandertalienne et un père dénisovien. Ce métis de première génération est une photographie génétique de ce que nous disons. La naissance de l'humanité n'a pas été pure, mais un mosaïque entremêlé. Sur l'île de Flores, en Indonésie, vécut un autre humain haut d'à peine 1 mètre, Homo floresiensis, surnommé le Hobbit. Découverts en 2003 dans la grotte de Liang Bua, ces restes ont révélé un squelette d'environ 1 mètre, avec un cerveau pas plus gros qu'une orange. Au début, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un Homo sapiens malade.
Mais des analyses détaillées ont montré tout autre chose. Une espèce distincte. Ce n'étaient ni des enfants, ni des humains mal formés. C'étaient des adultes, des humains miniatures qui ont prospéré sur l'île pendant des centaines de milliers d'années. Leur découverte a bouleversé la science jusqu'à la moelle, réécrivant la signification même de être humain. Malgré leur petite taille, ces hobbits utilisaient des outils en pierre, chassaient des éléphants nains et ont survécu jusqu'au moins 50 000 ans, au moment même où Homo sapiens arrivait dans la région. Mais cette découverte soulève des questions troublantes. Les sapiens ont-ils croisé les hobbits? Si oui, qu'est-il arrivé lors de cette rencontre? Les avons-nous absorbés, surpassés en compétition ou exterminés? Ou bien leur population, petite et isolée, n'a-t-elle pas supporté l'arrivée d'étrangers? Petits et énigmatiques, une autre branche de la famille humaine. Imaginez, lorsque notre espèce foulait la Terre, eux aussi. Mais d'où venaient-ils? L'hypothèse la plus solide veut qu'ils descendent d'Homo erectus, arrivé par mer, sur des radeaux naturels il y a plus de 800 000 ans, et qu'ils aient rapetissé par nanisme insulaire, une adaptation écologique courante, moins de ressources, moins de prédateurs, des corps plus petits, mais des cerveaux encore efficaces. Des années plus tard, en 2019, les scientifiques ont découvert un autre cousin, Homo luzonensis, mis au jour dans la grotte de Callao, aux Philippines. De petite taille, il présentait un curieux mélange de traits anciens et modernes, doigts courbés, suggérant l'escalade et dentition singulière. Nous n'en connaissons pas encore toute l'histoire, mais il a coexisté, au moins en partie, avec Sapiens et peut-être avec les Denisoviens dans la région, preuve supplémentaire que notre arbre généalogique est plus tortueux que nous ne l'aurions jamais imaginé. Il est une autre vérité oubliée. Bien avant les Néandertaliens et avant les Denisoviens, une autre espèce sillonnait l'Europe et l'Afrique, Homo heidelbergensis. De vrais géants selon nos standards modernes, grands, musculeux, aux os épais taillés pour l'endurance. Beaucoup de chercheurs pensent qu'ils furent les ancêtres directs des Néandertaliens en Europe et de nous, Homo sapiens, en Afrique. À Atapuerca, en Espagne, Homo antecessor occupait un autre échelon de l'arbre européen, peut-être proche de la séparation qui conduirait à l'émergence des Néandertaliens et des sapiens. Des analyses biomoléculaires récentes le placent comme groupe frère de la lignée qui donnera ensuite naissance aux deux. Mais il n'était pas seul. En Asie, certains fossiles évoquent des colosses encore plus étranges, Meganthropus, un humain aux mâchoires si massives que les premiers chercheurs les attribuèrent à des singes. Ces géants dominaient forêts et plaines il y a des centaines de milliers d'années. Et pourtant, comme tant d'autres, ils disparurent, ne laissant que des fragments de crâne et des questions silencieuses. Qui étaient ces géants perdus? Un erectus extrêmement robuste, ou de simples ombres, des marches vers les humains à venir? Avec si peu d'anatomie complète, mieux vaut ne pas trop en dire. Ce que nous savons, c'est qu'au milieu du Pléistocène, le monde regorgeait d'humanités robustes qui chassaient, taillaient et résistaient. Et alors que l'on croyait le récit de la diversité humaine achevé, un nouveau chapitre est apparu en Chine. En 2012, dans une grotte de la province du Yunnan, des fossiles humains inhabituels ont été exhumés. D'abord, on ne sut où les ranger. Ni néandertaliens, ni dénisoviens, ni même humains modernes. Quelque chose d'intermédiaire, le peuple de la grotte du cerf rouge. Leurs crânes étaient épais et lourds, leurs visages larges, aux mandibules proéminentes et au nez plat. La voûte crânienne, plus petite que la nôtre, paraissait plus primitive, et pourtant leurs os étaient étonnamment récents, à peine 14 000 ans. Cela signifiait que, tandis que les premières civilisations se levaient, ces personnes étranges marchaient encore sur Terre. Leur existence dynamite la vision simpliste de l'évolution humaine. Bien après la disparition des Néandertaliens, il y avait encore d'autres humains sur la planète. Des êtres qui ne nous ressemblaient pas, mais vivaient des vies parallèles. Imaginez un peuple à l'allure en partie archaïque, en partie moderne, vivant au même moment que nos ancêtres. Comme une relique vivante ayant perduré, cachée dans les forêts d'Asie,
tandis que le reste du monde avançait. Leur anatomie singulière posa toutefois une question troublante. Était-il une espèce humaine à part entière ou simplement une branche isolée d'Homo sapiens ayant conservé des traits anciens? Pour certains experts, il s'agissait d'un lignage humain distinct, un cousin tardif comme les hobbits ou les Denisoviens. D'autres y virent des humains modernes métissés à des groupes archaïques, traînant ces traits jusqu'à des époques étonnamment récentes. La vérité reste ouverte. Mais une chose est claire, peut-être ont-ils disparu par notre fait. Peut-être les changements climatiques ont-ils brisé leur fragile équilibre. Ou peut-être, comme les Denisoviens, vivent-ils encore en nombre dans notre ADN. Notre espèce, Homo sapiens, n'est pas née du jour au lendemain ni dans un unique petit Éden. Les archives africaines racontent une histoire vaste commencée il y a plus de 300 000 ans. Le sapiens aurait émergé d'un processus panafricain, avec des populations connectées partageant innovation et gènes dans un mosaïque continental. Et quand sommes-nous sortis d'Afrique? Il y eut plusieurs vagues. Des fossiles de sapiens à Misliya, Israël, et à Apidima, Grèce, indiquent des sorties précoces qui n'ont peut-être pas duré. L'expansion qui a vraiment pris racine date d'il y a environ 60 000 ans, quand de petits groupes d'humains modernes migrèrent vers l'Eurasie. Mais ces terres n'étaient pas vides. Nous y avons rencontré des Néandertaliens à l'ouest et des Denisoviens à l'est, et nous nous sommes mêlés aux deux. Notre espèce porte en elle les échos de ces rencontres anciennes. Nous ne sommes pas purs. Nous sommes des hybrides. Quand nos ancêtres croisèrent leurs cousins, ce ne fut pas toujours à coups de gourdin ou de lance. Nous nous racontons des histoires d'harmonie, de coexistence paisible, mais pas toujours. La planète n'était pas infinie. Vallées, rivières, grottes, tout avait des maîtres. Et lorsque deux espèces se rencontraient, la survie n'était pas garantie. Peut-être les sapiens ont-ils repoussé les Néandertaliens loin des terrains de chasse. Peut-être les Denisoviens furent-ils contraints de monter toujours plus haut, jusqu'à ne laisser que des fragments d'ADN. Les os racontent des histoires de traumatisme, de lances qui n'ont pas frappé des proies, mais des parents. La Terre se souvient du conflit, discret, mais indéniable. À la fin, la compétition a pesé autant que le temps, la maladie ou les catastrophes. L'humanité fut implacable. D'autres fois, on partagea l'intimité. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ces unions nous ont façonnés subtilement. Elles nous ont apporté des systèmes immunitaires prêts à affronter de nouvelles maladies, des adaptations pour survivre au froid ou en très haute altitude. Nous sommes rapiécés de multiples lignées. Sans Néandertaliens ni Denisoviens, notre survie n'aurait peut-être pas été assurée. L'âge des hybrides ne fut pas un bref instant, mais une longue danse à travers les continents. Les rencontres se répétèrent encore et encore, laissant des traces génétiques qui perdurent. Même lorsque certains groupes disparurent, ils ne furent pas effacés pour autant. Aujourd'hui, ils vivent en nous, tissés dans notre sang, nos os, notre souffle. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas seulement Homo sapiens. Tu vois une archive vivante de tous les humains avec lesquels nous nous sommes croisés. La question brûlante est celle-ci. Pourquoi nous? Les réponses, honnêtement, sont multiples et non exclusives. Plusieurs théories existent. Ce fut peut-être le langage et notre capacité à tisser des symboles complexes en signification partagée. Peut-être la culture, l'art, le rituel, la coopération. Peut-être la chance. Certaines extinctions ne furent pas des guerres perdues, mais des désastres traversés. Changements climatiques, éruptions volcaniques, ressources qui s'épuisent et font pencher un équilibre déjà fragile. La taille des populations a également compté. Les petits groupes étaient vulnérables aux maladies, aux sécheresses, aux rivalités pour les ressources. S'ils vivaient en outre sur des îles comme Flores et Luçon ou dans des milieux extrêmes, le moindre déséquilibre les mettait au bord de l'extinction. Par ailleurs, les oscillations glaciaires et interglaciaires découpaient et recollaient les paysages à l'échelle d'un continent. Les routes migratoires changeaient, les proies allaient et venaient,
les littoraux montaient ou s'enfonçaient, ceux qui savaient se déplacer et innover avaient l'avantage. De plus, les sapiens semblent avoir su coopérer à grande échelle grâce à des échanges symboliques comme le langage, les rituels et l'art, ce qui favorisait alliance et transmission des connaissances à longue distance. Cela ne signifie pas que nos cousins en étaient dépourvus, mais que notre système social était peut-être plus extensible. En Europe, l'extinction néandertalienne coïncide en dernière analyse avec l'expansion des sapiens et des épisodes climatiques sévères. Floresiensis disparaît à peu près au moment où Sapiens arrive dans la région. Aux Philippines, Luzonensis n'atteint pas les 40 derniers millénaires. Il n'y a pas de coupable universel. Il y a une tendance. Les petites branches n'ont pas résisté face à une branche expansive qui, en outre, les absorbait et occupait leur territoire. Tous se sont éteints, absorbés en partie par nous et en partie par le silence. Et nous voilà, la dernière espèce humaine. Mais dans notre ADN, dans nos os, dans les mémoires gravées dans les grottes, les autres vivent encore. Imagine maintenant une carte du monde où clignotèrent des lumières, non pas pour les villes, mais pour les humanités. Des lueurs en Europe glacée, en Sibérie et dans l'Himalaya. Des feux faibles mais obstinés sur des îles tropicales, des lumières africaines partout. Il ne reste aujourd'hui que nous, certes, mais nous ne sommes pas seuls. Dans nos gènes, ils marchent. Dans nos histoires, ils vivent. Chaque fossile tiré de terre n'est pas un étranger, c'est de la famille. Les rappeler n'est pas de la nostalgie, c'est de la connaissance. Un antidote à la superbe qui nous ferait croire inévitable. Un rappel que la vie prospère dans la diversité, que la coopération triomphe de l'hiver et que l'identité humaine a toujours été un cœur. Alors, lorsque quelqu'un te dit que nous avons toujours été les seuls, raconte-lui ceci. Pendant des centaines de milliers d'années, la Terre fut la maison de nombreuses humanités. Certaines nous ont appris à résister au froid, d'autres nous ont prêté des gènes pour respirer en altitude. D'autres encore ont montré que l'intelligence n'est pas une question de taille. À la fin, Sapiens a gardé la scène, mais les applaudissements reviennent à tous. Car plus nous plongeons dans nos origines, plus une vérité s'impose. Les humains ne se sont pas seulement rencontrés, ils se sont mêlés. Nous aimons nous croire au sommet, les élus, mais nous ne sommes pas toute l'histoire. Nous sommes les derniers survivants d'une famille autrefois vaste, d'Hardy marchant droite dans les forêts, à Lucie traversant la savane, en passant par les Néandertaliens défiant l'âge glaciaire, et les Denisoviens laissant des chuchotements dans notre ADN. L'humanité n'a jamais été une. L'humanité fut plurielle. Et aujourd'hui, nous les portons en nous, dans nos os, dans notre sang, dans les histoires que nous racontons à la lueur du feu. Nous ne sommes pas seuls, car leurs ombres marchent encore avec nous. Nous ne sommes pas une histoire unique. Nous sommes un cœur, une famille, un legs d'expérience, de triomphe, d'extinction et de survie. Les rappeler, c'est nous rappeler la vérité oubliée, le temps où nous n'étions pas seuls sur Terre.